J'espère de pouvoir proposer, je ne veux pas dire des réponses, mais des réflexions utiles, puisque j'ai entendu, et ça c'est scientifiquement, on peut bien le comprendre, hier, Patrick et tous les collègues affirmaient que c'est très difficile de démontrer le rôle, comment on peut dire ça, le rôle direct de la chlordécone et d'autres perturbateurs endocriniens, d'autres polluants persistants sur la santé des enfants, etc., c'est-à-dire surtout à niveau d'une population entière. C'est vrai, c'est difficile puisque la médecine, c'est jamais une science exacte et c'est toujours, il faut avoir des doutes. Mais moi, je crois qu'on est tous d'accord qu'on est en train d'envisager dans le monde une transition épidémiologique majeure et que cette transition épidémiologique majeure, c'est-à-dire la pandémie d'obésité et de diabète 2 chez les enfants, était complètement inattendue, et que la pandémie ou la épidémie de toute façon de troubles du neurodéveloppement et des maladies neurodégénératives était aussi assez inattendue, et qu'il y a aussi, on dit d'habitude, moi j'aime pas ce terme, une épidémie de cancer, c'est-à-dire qu'en Europe, 1 personne sur 2 fait des cancers, mais surtout que le cancer n'augmente pas chez les vieux, mais ça augmente surtout chez les enfants. Et ça, c'est pas possible d'expliquer tout ça par la génétique classique. Il faut commencer à expliquer tout ça, disons, par l'épigénétique. On va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. C'est-à-dire par le fait que des inducteurs qui sont dans l'environnement pousse le software de l'ADN, c'est-à-dire l'épigénome, à modifier l'expression et surtout la programmation des gènes. Donc ça, c'est un problème majeur. D'après moi, il faut se demander, est-ce que on peut affirmer aujourd'hui que l'exposition des enfants et du fœtus et des mamans à plusieurs molécules épigénotoxiques n'a pas un rôle majeur dans cette pandémie? Est-ce qu'on peut encore avoir des doutes sur le fait que, par exemple, à Seveso, en Italie, à Taranto, en Italie, je vais montrer les données, on a une augmentation continuelle de cancers, de certains cancers spécifiques par rapport à la dioxine qui est dans les chaînes alimentaires? Est-ce qu'on peut encore se douter du fait que si on a des pesticides comme la chlordécone dans les chaînes alimentaires, ça a un rôle majeur dans le fait que certains cancers spécifiques, comme le cancer de la prostate, augmentent? Moi, je pense qu'on n'a pas de doutes, c'est-à-dire c'est très difficile de quantifier le rôle, mais que le rôle soit important, c'est sûr. Et il faut de toute façon, dans les prochaines années, éviter d'avoir encore certaines molécules si dangereuses dans les chaînes alimentaires. Pour expliquer tout ça, pour chercher des données, des réponses, j'ai décidé d'ajouter aux 200 diapos que d'habitude je montre, encore 50 diapos de plus ce matin, c'est-à-dire 2 séries de diapos. Peut-être je ne vais pas parler assez du neurodéveloppement, mais je vais parler un peu de ça. C'est-à-dire, je vous montre des diapos que j'ai montrés au premier congrès mondial des maladies materno-fétales qui a été à Londres il y a quelques mois, puisque c'est très important. On a parlé des placentas, on a parlé du rôle très important que le placenta a dans le fetal programming et de plusieurs agents, par exemple des perturbateurs endocriniens, mais pas seulement ça, qui peuvent, disons, induire le placenta à travailler d'une façon complètement différente, ce qui pose un problème majeur. Et je vais commencer par là. Et puis, je vais vous montrer encore une fois, je m'excuse, une série de diapos que je montre chaque année. C'est-à-dire que vraiment, il faut partir par un changement de paradigme qui disons, ne pense plus de la façon traditionnelle à l'ADN, à la génétique traditionnelle comme la cause des changements physiologiques et pathologiques de notre phénotype. Il faut commencer à penser d'une façon complètement différente, c'est-à-dire l'environnement induit le software du génome, qui est l'épigénome, à moduler d'une façon différente notre phénotype, d'une façon physiologique ou pathologique, par rapport aux expositions qui sont à des centaines de molécules dangereuses dans les premières parties de la vie. Donc c'est vraiment un paradigme un peu différent.
Je commence par le congrès de Londres. C'était un grand congrès, il y avait 1500 participants de tout le monde. Moi, je devais introduire la théorie des origines fétales des maladies. Alors, moi, j'avais commencé en disant, le fœtus n'est pas entièrement protégé dans le micro-environnement utérin, ça on le sait depuis des années, mais seulement au cours de la dernière décennie, on a compris qu'il y a des mécanismes et des modalités spécifiques par lesquelles l'exposition maternelle et fétale à une gamme impressionnante de produits chimiques, surtout les perturbateurs endocriniens, donc les pesticides, les métaux lourds, etc., est capable d'induire des changements épigénétiques potentiellement adaptatifs et prédictifs dans le génome embryofœtal, interférant ainsi avec la programmation des tissus et des organes de l'enfant de manière irréversible, souvent irréversible. Ça, c'est le problème. C'est-à-dire, ça, c'est peut-être le modèle, on va voir, pathogénique majeur qu'il faut envisager dans les prochaines années. La plasticité du fœtus, la plasticité du petit enfant, et la différente force que disons, les polluants et toutes les molécules qu'on a ajoutées dans les chaînes alimentaires et qui sont partout dans les organismes et même dans les gamètes ont dans cette période de la vie. Ce qui fait que les études épidémiologiques, par exemple, qui ne sont pas capables d'évaluer tout ça, ça peut donner seulement une partie de la vérité, par exemple. Alors, à Londres, on a parlé beaucoup de ça. Il y a des altérations placentaires de plus en plus fréquentes. C'est comme si la placenta à Creta, par exemple, increta per Creta, c'est l'envahissement par la placenta des tissus du myométrium et des tissus qui sont près de l'utérus. C'est quelque chose qu'il faut expliquer. C'est comme si les mécanismes immunologiques de la tolérance materno-fœtale s'affaiblissaient. C'est comme si cet organe très important que le fœtus forme pour se connecter à sa maman est devenu, c'est-à-dire un organe qui tâche d'envahir la maman. Et ça devient de plus en plus fréquent. De plus en plus fréquent, c'est la prématurité. Ça, on le sait bien. Vous savez bien que maintenant, un enfant sur 10 naît bien avant le temps de sa maturité. Donc, ça, c'est un autre symptôme de l'intolérance materno-fœtale qu'on a sous-évalué. C'est-à-dire, c'est le fœtus qui ne peut plus rester là-dedans, ou c'est la maman qui ne peut plus garder le fœtus en elle. Vous comprenez? Il ne faut pas sous-évaluer tout ça. Et en plus, ce qu'on savait déjà depuis des années, c'est-à-dire les effets de la prématurité sur l'enfant, c'est très peu de choses par rapport à ce qui est vraiment les conséquences les plus graves de tout ça. C'est-à-dire les effets de la prématurité et du poids, du bas poids du fœtus et du nourrisson, par rapport à ce qui sont les maladies complexes qui se manifestent après 20 ans ou après 30 ans dans le fœtus ou même dans les générations suivantes. Vous savez que ça, c'était l'hypothèse de Barker et que dans les dernières années, la hypothèse de Barker a été transformée dans la théorie des origines embryofœtales des maladies chroniques. C'est-à-dire que cette véritable pandémie d'obésité, de diabète de jeunes, et puis de cancer et de autisme et de Alzheimer et tout ça, c'est plutôt le produit d'une programmation fœtale qui est dérangée par plusieurs mécanismes. Alors, dans ce cas-là, il faut, disons, théoriser que les changements de notre phénotype, par exemple, celui-là, on a dit que ça, c'est la première transformation de notre phénotype, c'est-à-dire la première transformation de phénotype d'une espèce. C'est quelque chose qu'on a, encore une fois, pas bien évalué pour le moment. Aux États-Unis, par exemple, on est passé de 5% à 35% d'obésité, comment ça s'appelle, de données de prévalence de l'obésité aux États-Unis dans 30 ans. Et l'obésité, c'est pas le surpoids. L'obésité, c'est une endocrinopathie systémique par laquelle l'hypothalamus, l'hypophyse, le surrène, le tissu musculaire et tout ça ne peut pas travailler de la façon correcte. Vous savez qu'il y a un enfant en Mexico qui est né il y a quelques mois et qu'à 9 mois, il pesait 37 kilos. Et qu'il y avait aussi un gars aux États-Unis qui est mort l'année dernière, qui était
540 kilos. Alors vous comprenez bien, ça c'est pas la nourriture, ça c'est pas le style de vie, ça c'est quelque chose qui est vraiment dangereux, qui est en train de se propager dans l'espèce humaine et qu'il faut, dans les prochaines années, envisager ensemble pour faire ce qu'on a dit hier, la prévention primaire. C'est la seule possibilité qu'on a pour éviter des risques majeurs. Alors, en tout ça, le placenta, je le disais, c'est de plus en plus importante. C'est l'organe clé, puisque c'est une sorte de salle de contrôle pour la programmation épigénétique des différents tissus et des organes du fœtus. The placenta is the center of the chronic disease universe. C'est là qu'il faut étudier le plus, c'est comprendre ce qui se passe dans la première partie de la vie, et c'est de plus en plus clair que les pandémies qui sont en train de se propager dans le monde, on peut les arrêter. Puisque vous savez bien que la génétique, on disait il y a quelques ans, la génétique, ça écrit avec, comment ça se dit ça, avec la peine, non? Tandis que l'épigénétique, ça écrit avec le crayon. C'est-à-dire, on peut l'effacer, on peut changer la programmation épigénétique, on peut pas changer la génétique. Donc, mais il faut faire vite, c'est-à-dire, il faut vraiment commencer à comprendre que la grande partie des changements de notre phénotype, c'est-à-dire l'obésité, la diabète, le cancer et tout ça, c'est de plus en plus le produit d'une exposition précoce à très peu de polluants. Par exemple, les métaux lourds, les pesticides, les ultra-fine particles, les plastifiants dont on a parlé hier. Alors, c'est la programmation surtout des organes les plus plastiques et du cerveau surtout, c'est vraiment perturbé par l'exposition précoce à tous ces, disons, facteurs majeurs de pollution. C'est le cadeau que la maman ne voudrait jamais faire à son enfant, ce sont les endocrine disruptors, les perturbateurs endocriniens, ce sont les particules ultra fines et les métaux lourds qui sont dans les rues de grandes villes et qui changent, qui sont dans toutes les placentas aujourd'hui, dans tous les cordons ombilicaux du monde, et qui vraiment change la programmation du fœtus. Donc, la placenta est une éponge qui absorbe et accumule des pesticides. 100% des femmes enceintes logent dans leur placenta au moins un type de ces substances toxiques et cancérogènes. L'accumulation de composés organochlorés dans les tissus fœtaux pourrait avoir une incidence sur le développement des systèmes immunitaires et nerveux. Ça, c'est la communauté européenne, c'est pas directement la recherche. Ça a été déjà compris et accepté par la communauté européenne. Donc, il faut partir par là. On sait qu'il y a déjà des grandes études de cohortes qui ont documenté le lien entre l'exposition précoce aux pesticides et les troubles du spectre autistique. C'est partout comme ça. Donc, on ne peut pas se douter qu'ici, c'est pareil. C'est pas différent. C'est-à-dire, on peut dire en Martinique, il n'y a plus de chlordécone. Oui. Et en Italie, par exemple, à Milan, il n'y a plus de benzène. Et à Taranto, il y a la dioxine. Donc, il faut commencer à limiter l'exposition des mamans et du fœtus au début de la vie partout dans le monde. Si on veut éviter que ce qu'on est en train de voir continue avec les trends de pathologie qu'on voit. La communauté européenne a déjà calculé la diminution de QI, comment ça se dit en français? D'intelligence. Et vous savez bien que la prématurité, par exemple, c'est une donnée qu'on a commencé déjà à trouver par rapport à l'exposition à la chlordécone ici. Et c'est pas un cas, c'est bien, il faut commencer à comprendre que ça, ce sont les premiers symptômes sûrs de quelque chose qui est dans la population. Et puis il y a les dioxines, bien sûr, je vais vous montrer à Taranto, puisque pour la première fois, le ministère de la Santé en Italie nous a financé, je vais vous montrer ça, une étude très importante, et je vais vous proposer de rentrer dans ces études. C'est-à-dire, c'est une étude des placentas pour avoir des biomarqueurs, comme hier Patrick demandait, très précoce, et pour pouvoir faire un follow-up des enfants dans les premières 2 années, et voir si les enfants qui sont le plus exposés, on peut les aider du début de la vie en suivant les mêmes enfants, disons, dans les familles et d'une façon plus correcte. Donc, on peut faire beaucoup. Ça, ce sont les polychlorobiphényles. Ça, ce sont les autres polluants. Par exemple, c'est le maternal smoking during pregnancy qui change les fonctions cérébelleuses du lobe frontal.
Et c'est même le second-hand smoke. Je sais pas le dire en français. Si vous traduisez, c'est mieux. Le tabagisme passif dans les maisons, vous voyez que ça donne vraiment des problèmes au neurodéveloppement. Et puis, en plus, on a vu que c'est même les poumons de petits enfants qui sont formés d'une façon pas correcte. S'il y a des particules ultra-fines dans les maisons ou s'il y a la pollution atmosphérique dans les villes. Donc, il faut commencer à penser à ça. Les particules ultra-fines, vous savez, ça c'est un cheveu. Ça, ce sont les particules, le PM10. Ça, c'est 2,5. On voit pas le 0,1 qui sont vraiment les plus dangereuses et qu'on va voir tout à l'heure, qui passent par le placenta et qui passe la barrière du cerveau et qui rentre directement dans le cerveau. Ce sont les ultra-fines qui sont bien plus dangereuses que les autres. Et ce sont celles qui sont en train d'augmenter, puisque tous les filtres, par exemple des moteurs diesel dans les grandes villes, peuvent bloquer le PM10, mais ne peuvent pas bloquer le PM01. Donc il y a une sélection artificielle qui est une sélection négative par certains filtres. Et vous voyez, dans ces cas-là, on a 2 grandes études de cohortes qui montrent déjà que dans les grandes villes, il y a un doublement des cas d'autisme dans les villes les plus polluées aux États-Unis. Ça, c'est Environmental Health Perspective qui dit qu'il y a un doublement des cas d'autisme dans les grandes villes. Et ça, c'est JAMA Psychiatry qui a documenté à peu près la même chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est les particules ultra fines qui font comme, je sais pas le dire, mais des navettes. C'est-à-dire qui peuvent amener le polluant dans les cellules, dans les noyaux, qui peuvent même faire entrer le polluant dedans, disons, dans l'épigénome, qui le pousse à changer. C'est pour ça que comment ça s'appelle, les polycyclic aromatic hydrocarbons. Bon, alors c'est ça. Vous m'excusez, mais pour moi, de traduire de l'anglais à l'italien et en français, c'est difficile. Donc, alors, ouais, ça peut endommager, on l'a démontré, la substance blanche du cerveau. Ça s'est réduit par rapport à la pollution. Et on a vu que pas seulement dans l'autisme, mais aussi dans l'ADHD, dans l'attention, et dans les syndromes obsessifs compulsifs des enfants, on a la même réduction du connectome, c'est-à-dire de la substance blanche. Donc, chez les adultes, on a aussi démontré quelque chose de très important. On a vu, par exemple, que dans Mexico City, il y a même les chiens qui ont la bêta-amyloïde qui est déposée dans le cerveau. Les chiens. Et vous savez bien que les chiens, ils ont 8 ans ou 10 ans. Alors, après que cette étude a été publiée, on a eu des histoires sur ça. Et finalement, les épidémiologues qui ont fait cette étude, ils ont cherché dans le cerveau des enfants et des adolescents qui sont morts pour des accidents à Mexico City. Ils ont trouvé à 20 ans la même situation. Ils sont pleins de bêta-amyloïdes. Pourquoi? Puisque les particules ultra fines amènent de métaux lourds. Et les métaux lourds, ce sont des catalyseurs de certaines réactions chimiques et aident la déposition des protéines dans le cerveau. Donc ça, c'est le mécanisme qu'on a bien compris. Il y a une neuroinflammation, une activation, microglia activation, et blood-brain barrier damage and dysfunction, ce qui fait que la bêta-amyloïde commence à s'accumuler, à précipiter dans le cerveau. Et ça, c'est la pollution. D'habitude, on pense, oui, la pollution, ça peut donner, par exemple, des bronchites, de l'asthme. Non, la pollution dans une ville, ça peut augmenter le dépôt de la bêta-amyloïde dans le cerveau. Vous comprenez qu'est-ce que ça donne? Et ça commence assez tôt. Alors, ça commence si tôt que maintenant, on théorise que l'Alzheimer, c'est une maladie des enfants. Et on plaisante pas, c'est-à-dire, si on prend un petit singe et on l'expose à des polluants atmosphériques quand elle est tout petite, à 10 ans, le singe fait la pathologie d'Alzheimer. Alors, tout ça, c'est pour dire que nous, on a commencé en Italie. Taranto, c'est la capitale de l'acier, grâce à la plus grande aciérie d'Europe. Et on paie un prix très élevé en termes de pollution.
l'usine d'Ilva est 2 fois plus grande que la ville de Tarente. Alors, on a commencé à étudier ça, on a vu que il y a 30% d'enfants de plus qui font du cancer à Taranto. Et en plus, on commence à voir, et ça c'est le ministère de la Santé qui dit ça en Italie, on commence à voir que l'autisme augmente chez les enfants dans cette ville. Et finalement, cette année, le ministère a décidé de nous donner, c'est pour commencer, 450 000 € pour faire l'étude des placenta. On va faire la spectrométrie des masses, l'immunohistochimie, l'épigénétique, les mitochondries et la métabolomique des placentas. Et puis, on va faire le follow-up des enfants. Les pédiatres de la Fédération des pédiatres vont faire, pendant 3 ans, ils vont suivre les enfants et ils vont chercher s'il y a le symptôme et les signes, par exemple, d'un neurodéveloppement qui est perturbé. Et comme ça, on peut commencer à faire, par exemple, la thérapie communicationnelle dans les familles. Donc, je crois que ça, c'est important, puisque c'est pas seulement un diagnostic précoce, c'est aussi de pouvoir commencer à agir dans les villes, en cherchant les enfants qui sont les plus exposés, qui ont les biomarqueurs positifs, et agir pour les soigner au début de la vie. D'après moi, ça, en plus, vous voyez, je vais assez vite maintenant, on peut trouver tous les biomarqueurs, c'est-à-dire, ça, ce sont les marqueurs épigénétiques qu'on peut trouver, par exemple, dans la salive, ou déjà dans le placenta, etc., qui sont les marqueurs d'exposition au maternal smoking, à l'alcool, mais ça, c'est pas la phétopathie alcoolique qu'on étudiait il y a 20 ans, c'est les petites doses d'alcool qui marquent épigénétiquement le placenta et le fœtus. Donc, c'est par exemple les femmes qui sont habituées pendant la grossesse à boire des apéritifs chaque soir. Vous comprenez qu'il faut commencer à penser à tout ça. On trouve des marques épigénétiques bien spécifiques. On trouve ça, par exemple, dans l'obésité et la diabète maternelle. On trouve surtout des traces épigénétiques pour beaucoup de polluants et pour chaque infection et inflammation de l'utérus. L'endométriose, par exemple, l'endométrite, l'endométriose, c'est assez souvent à Taranto causée par la dioxine qui est un peu partout, à Seveso, par exemple. Seveso, c'est une petite ville où on a la dioxine dans les chaînes alimentaires après un accident qui est survenu en 1976. Et on trouve encore de la dioxine. Et on trouve beaucoup de monde qui a les mêmes translocations de l'ADN. Vous savez, il y a beaucoup de monde qui a la translocation 14-18 dans le lymphocyte et qui font pas de lymphome. Mais c'est un biomarqueur très puissant d'exposition à la dioxine. Alors, d'autres facteurs sont de toute façon l'inflammation maternelle qui se propage au fœtus, puisque les cytokines qui passent du sang de la maman ou qui est inflammé dans l'utérus passent dans le cerveau du petit enfant et peuvent altérer la programmation fœtale du cerveau. Et les champs électromagnétiques, ça, je sais bien, on pense qu'on n'a pas encore beaucoup de données. Avec Philippe, avec Dominique Belpomme, avec un Russe qui est un biologiste moléculaire, je sais pas, biologue moléculaire, Beliaev, et avec des épidémiologistes comme Hardel, on a commencé à étudier tout ça. Et on a vu qu'il y a déjà dans la littérature beaucoup de choses à savoir. Par exemple, on a vu qu'en exposant des rats pendant la grossesse à des fréquences qui sont typiques de la téléphonie mobile, on trouve des changements dans les synapses, dans la synaptogénèse du fœtus. Ça, ce sont des rats, mais c'est assez facile de imaginer que quelque chose de pareil, ça arrive aussi chez les enfants, chez le fœtus humain. Et on a trouvé surtout qu'en exposant des cellules à des champs électromagnétiques de fréquences typiques de la téléphonie mobile, après 7 minutes, on commence à voir qu'il y a l'expression de certaines protéines du stress. Et que les protéines de stress, vous savez, HSP70 et 90, ont des séquences qui sont assez semblables à des séquences des oncogènes. Donc il y a une activation de certaines parties du génome qui est réactive à l'exposition aux champs électromagnétiques. Et ce qu'on a vu surtout, ça c'est Beliaev qui a trouvé ça,
c'est que les champs électromagnétiques sont bien plus puissants sur les cellules qui sont les plus plastiques, c'est-à-dire les cellules embryonnaires. Et les cellules des embryons, les cellules du fœtus et les cellules staminales qui sont dans les tissus et qui sont les cellules les plus importantes pour réparer les tissus. Et c'est de plus en plus clair que le cancer, c'est pas un accident génétique qui est dû à des mutations stochastiques dans les cellules somatiques, mais c'est plutôt la conséquence d'une instabilité génomique qui est dans les cellules souches dans les tissus, qui ouvre la porte à une hypométhylation de la séquence, à une hyperméthylation des gènes oncosuppresseurs et à les mutations. Les mutations sont la conséquence de cette instabilité. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Il faut dire que des tas de polluants et des champs électromagnétiques et tout ça, ils ne sont pas mutagènes, mais ils peuvent être cancérogènes, puisqu'ils déterminent assez tôt une instabilité de génome, et surtout puisqu'ils travaillent tous ensemble. Nous, d'habitude, on étudie un facteur majeur, ça peut être la dioxine, ça peut être la chlordécone, mais on oublie que tout ça, ça agit ensemble. Donc, vous voyez bien que si les études épidémiologiques ne peuvent pas déceler la réalité de l'exposition et de ses conséquences, aussi les études toxicologiques traditionnelles ne sont pas suffisantes. Il faut faire des études toxicologiques qui étudient surtout tous les facteurs qui agissent en même temps. Le stress maternel, ça on le savait depuis des dizaines d'années, vous savez, vous rappelez des études sur les petits singes. Et le stress maternel agit directement sur la programmation dans le fœtus de l'axe du stress, hypothalamo, hypophyse, surrénale. Et tout ça, on l'a vu par exemple en étudiant l'exposition d'une rate, et on a vu que si on expose une rate à du stress, elle peut pas aider ses petits, elle peut pas les lécher, elle peut pas et cela fait qu'il y a des marques épigénétiques très précises qui bloquent certains gènes, par exemple le gène du récepteur des glucocorticoïdes, qui est complètement bloqué dans ces animaux. Mais la chose la plus intéressante, c'est, bien sûr, ces petits rats vont vivre comme ça toute leur vie, à moins qu'on les confie à une autre rate qui commence à les lécher et tout ça. Et dans ce cas, le gène, l'épigénome de ces gènes, le promoteur, s'ouvre. Et ça passe. Vous comprenez que c'est très important, c'est-à-dire le stress, c'est un facteur majeur, mais si on arrive à diminuer le stress du petit, du fœtus, du petit, du nouveau-né, on peut changer la situation pour toute la vie. Ça, c'est l'épigénétique. C'est pour ça qu'il faut commencer à penser que l'épigénétique, c'est un espoir si on voit la partie la plus disons positive. Quand on a fait des études sur ça, on nous a dit, bon oui, mais vous étudiez les rats, et peut-être chez les hommes c'est différent. Ça c'est pas vrai. On a vu que les hommes qui ont, par exemple, ça c'est une cohorte de suicidaires aux États-Unis, on a vu que dans leur cerveau, les marques épigénétiques sont exactement la même. Les jeunes hommes qui sont des suicidaires, quand ils ont eu du stress très fort dans leur enfance, ils ont les mêmes marques épigénétiques. Par exemple, le même gène que chez les rats est bloqué, est complètement bloqué. Alors vous voyez que c'est quelque chose, on pense à l'épigénétique comme à quelque chose qui est, quelque chose de fluide, qui change. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi très conservé, très puissant. Alors par exemple, on voit que pendant la grossesse, la maman est très anxieuse, ça peut diminuer la gray matter, la matière grise dans le cerveau des enfants. On voit que même des séparations périodiques dans les premiers mois de vie, ça peut réduire le volume et la neurogénèse de l'hippocampe. Hippocampe? Vous m'excusez parce que c'est pas... Et ça vaut pas seulement pour l'autisme ou pour les troubles du neurodéveloppement, ça vaut aussi pour la schizophrénie. Il y a des études qui montrent que, par exemple, pendant les guerres, les mamans qui sont très stressées, ils ont assez souvent une augmentation des enfants qui sont porteurs de schizophrénie. Vous voyez les données.
et aussi, par exemple, dans les périodes de charéstique qu'on a eues en Chine. Alors, et finalement, on a trouvé de plus en plus, sur ça je vais aller assez vite, que les mécanismes d'inflammation dans le cerveau de petits enfants autistiques sont disons, fréquents. On a trouvé que des facteurs de risque environnementaux pendant la grossesse provoquent des réactions immunologiques qui sont assez semblables aux polluants. Et on a vu, par exemple, ça ce sont les mécanismes, on ne peut pas rentrer mais je vous laisse les diapos, on a vu que vraiment c'est un peu comme ce qu'on a vu pour la bêta-amyloïde. On a une activation de la microglia, et on a une activation de lymphocytes TH1 et tout ça, et des mast cells aussi. Et on a vu que, par exemple, dans la schizophrénie, c'est pareil, il y a une inflammation progressive. Et on a vu que même dans d'autres pathologies neuropsychiatriques, on trouve les mêmes réactions inflammatoires. En plus, on sait, mais je crois que vous savez déjà, que le microbiome est très important. C'est-à-dire, on a vu que l'écosystème microbien qui est dans l'intestin du petit, on a déjà un microbiome très important dans le placenta. Ça, on le sait depuis 2 ans. On ne le savait pas. Mais maintenant, on a vu que le placenta, dans les premiers 2 ans, il a un microbiote qui change physiologiquement. Et on a vu que, par exemple, dans les enfants autistiques, on a assez souvent une augmentation de certaines bactéries, comme le Clostridium. Et on a vu que si on fait, c'est pas très élégant, mais de toute façon, on peut le dire, si on fait la transplantation des fécales, en utilisant un microbiote qui est sain, en le prenant par les frères qui ne sont pas autistiques, on peut résoudre l'autisme pendant 10 jours ou 15 jours. Ça, c'est pas la thérapie de l'autisme, mais c'est intéressant, puisque ça veut dire que l'autisme, on va voir après dans la deuxième report que je vais faire, on comprend bien que l'autisme, c'est pas une maladie du cerveau, c'est une maladie du connectome, qui est complètement différent. C'est-à-dire, c'est pas le cerveau qui est abîmé, qui est dérangé, c'est le software du cerveau, c'est le connectome qui est dérangé. Donc, on peut bien, en principe, si on fait un diagnostic précoce et si on arrive à interagir d'une façon correcte avec cet enfant, on pourrait bien essayer de limiter, disons, les problèmes. De plus en plus, on a vu que chacun de nous a un microbiote spécifique et que le microbiote, surtout le microbiome, c'est différent. Le microbiote, ce sont les bactéries qu'on a dans les organes. Le microbiome, c'est les gènes associés à ces bactéries. Et on a vu que nous, on dit d'habitude 22 000 séquences géniques dans notre ADN. Tandis que les bactéries de notre écosystème ont à peu près 3 millions de séquences d'ADN qui peuvent moduler le développement du système psycho-neuro-immune endocrinien. Je ne sais pas le dire, mais vous comprenez bien. Alors, on a vu que dans plusieurs situations, on a ici aussi des fenêtres d'exposition, et dans chaque fenêtre, les réactions dans l'écosystème microbien sont très importantes, surtout dans la fenêtre, disons, prénatale, et surtout dans la première enfance, mais aussi dans l'adolescence. Ce qui fait que le microbiote qui est altéré, par exemple, dans cette période, peut, disons, précipiter une situation critique. Par exemple, dans la schizophrénie, on a un microbiote qui est très altéré. Dans la schizophrénie, on a les mêmes gènes en plus qui sont marqués, on a les mêmes copy number variants qu'on a dans l'autisme. Donc, de plus en plus, on pense qu'il y a un spectre unique de pathologie qui n'est pas le cerveau, mais qui est encore une fois le connectome. Dans le cas de l'autisme, c'est plutôt la partie constructive du connectome qui est dérangée. Dans la schizophrénie, c'est plutôt, disons, le pruning, c'est-à-dire la phase de comment on dit ça? Pruning. Tu peux le dire? De découpage des synapses qui ne sont pas utiles, qui est intéressé. Alors, de toute façon, ce qu'on a compris, je vais aller un peu plus vite, c'est que si on trouve dans le microbiome, dans le microbiote de petits enfants,
une majorité de bactéries dangereuses, par exemple le Clostridium, on ne peut pas soigner l'enfant par des antibiotiques, mais on peut comprendre pourquoi. Par exemple, si on utilise certains antibiotiques comme la vancomycine, pendant quelques jours, l'enfant autistique peut améliorer d'une façon vraiment significative. Donc, vous comprenez, ça, c'est pas encore une fois envisager une thérapie biologique, mais c'est comprendre que le réseau qui est perturbé peut être ouvert avec des moyens qui sont pas peut-être encore connus. Et ça, c'est l'histoire de la transplantation fœtale. Vous vous rappelez celui-là qui était le spermatozoïde le plus connu de l'histoire du cinéma, vous vous rappelez? C'est pourquoi, puisque d'habitude on pense toujours à la maman et au fœtus. Mais les gamètes, les spermatozoïdes sont aussi très importants, puisque de plus en plus on sait que les spermatozoïdes ne sont pas seulement ADN, mais qu'ils sont plein par exemple, des microRNAs, de petits RNA qui ne sont pas codifiants et qui sont très importants. Et on a vu que du stress chez le père avant la grossesse, la conception, c'est aussi très important. Et dans le sperme, on a vu que la grande partie des copy number variants sont chez les enfants autistiques, ne sont pas chez les parents, mais sont dans le sperme du papa. On a vu aussi que, ça c'est un expériment qui a beaucoup choqué, mais qui est intéressant. On a vu que si on expose un rat à un choc et à une mauvaise odeur, il tremble chaque fois qu'il est exposé à la mauvaise odeur. Ça, c'est Pavlov. Mais la chose bizarre, c'est que ces enfants et les petits qui naissent de ces enfants, ils tremblent chaque fois qu'on les expose à la mauvaise odeur. Et ça, c'est vraiment ça, c'est pas Pavlov. Qu'est-ce qui se passe d'une génération à l'autre? On a hypothésé et on a d'une certaine façon prouvé que dans le spermatozoïde, il y a le même récepteur qu'il y a dans le nez, qui est utilisé par le spermatozoïde pour chercher l'ovule et qui est marqué par l'odeur. Donc ça se passe d'une génération à l'autre par le sperme. Ça c'est intéressant puisque c'est du Lamarck. C'est pas du Darwin, ça. Il faudrait commencer à parler, je crois que ce sont les Français qui doivent commencer à dire que Lamarck, on l'a oublié, mais peut-être il avait beaucoup plus de raisons qu'on pense. Vous vous rappelez notre amie Isabelle Mansuy, qui est venue il y a 2 ans, elle a fait des études très intéressantes. Elle a montré que si on stresse un petit rat, on peut trouver des microRNAs dans le sperme du rat, et on peut passer les microRNA à d'autres rats qui vont avoir le même symptôme du rat stressé. Ça, c'est très intéressant, non? Encore une fois. Donc, finalement, c'est ça, c'est ma menace. C'est-à-dire, je vous avais dit que je vais vous montrer encore une fois le schéma que je vous montre chaque année. Puisque d'après moi, c'est important de se rappeler de ça. On ne peut pas, ne pas nous rappeler chaque fois qu'on est en train de changer de paradigme. Ça change complètement. L'épigénome, c'est pas une petite partie de la génétique et du génome. C'est pas les marques de l'ADN qui changent le phénotype sans changer l'ADN. Ça, c'est une définition vraiment simpliste. L'épigénome, c'est quelque chose d'autre. C'est un network moléculaire très complexe, donc l'ADN, ce n'est que le database, c'est une partie de ce génome complexe. L'épigénome, c'est bien plus important, surtout dans la première partie de la vie, où l'exposition à des tas de molécules qui sont dans l'environnement peuvent changer la programmation du fœtus pour toute la vie. Donc, ce qui se passe dans cette période, qui est la période de plasticité maximale du fœtus et du petit, ce sont les premiers 1000 jours de vie dont on parle maintenant, on parle beaucoup puisque l'OMS a accepté cette définition. Les premiers 1000 jours de vie, ce sont les plus importants pour ce qui est la programmation des tissus, des organes et du système entier. Donc, notre phénotype change plutôt par des raisons qui sont épigénétiques, plutôt que par des raisons qui sont purement génétiques, puisque l'ADN, ça change pas. Ça change très lentement.
Il faut des siècles pour avoir des polymorphismes différents dans un gène. Donc, de plus en plus, c'est encore une fois celui-là qui avait raison, puisque la grande partie du software peut être transmis d'une génération à l'autre. Et ça peut être important puisque le software, ça sert dans les premières phases de la vie pour s'adapter directement à un environnement qui change. Donc peut-être la grande partie des maladies chroniques qui sont en train d'augmenter, ce sont le résultat des efforts du fœtus et des organismes de s'adapter à un environnement qui change très vite. Mais le problème est que ça change tellement vite que les adaptations ne sont pas suffisantes et que les individus souffrent pour ce stress environnemental. Donc, c'est un schéma complètement différent. Je ne vais pas rentrer dans les données. Je crois que vous vous rappelez, c'est pas l'ADN qui commande. C'est plutôt un réseau des gènes qui est continuellement activé. Il n'y a pas un seul gène qui puisse travailler sans que les autres commencent à travailler ensemble. Et surtout, in fact, genes need to be told to switch off and on. Les gènes ont besoin de recevoir une information par l'environnement qui dit aux gènes comment ils doivent travailler. Le gène, et ce sont les réseaux épigénétiques dans la cellule qui sont plus importants chaque milliseconde pour changer l'expression des protéines et des microRNAs qui sont le produit du génome. Et pour finir dans cette première partie, je vais vous montrer un peu les définitions, c'est à peu près celle-là. Depuis 5 ans, il est convenu de considérer l'ADN comme le code, le projet fondamental pour la construction de notre phénotype. Depuis une dizaine d'années, surtout de l'apparition des études d'épigénétique moléculaire, on sait que les réseaux moléculaires qui entourent l'ADN et qu'on appelle l'épigénome, c'est bien plus important pour définir les changements de phénotype. On peut dire maintenant qu'il n'y a aucun changement stable de notre phénotype, soit physiologique, soit pathologique, qui ne soit pas induit par l'environnement, modulé par l'épigénome et conditionné par l'ADN. Mais ça veut dire 100%, 100% et 100%. Il faut plus penser 20% c'est la génétique, 20% c'est l'environnement, 30% c'est l'épigénome. Non, c'est 100% environnement, 100% ADN, 100% épigénome. Ça, c'est le système qui change. Et surtout, c'est le premier moment de la vie qui est le plus important, puisque c'est la période où tous les tissus sont programmés point de vue épigénétique. Ça, je ne vais pas vous montrer. Je vais seulement montrer 2 diapos. Cela est très important. Dans ce cas-là, ce ne sont pas les dosages. On disait ça déjà hier. Je me rappelle que Patrick nous rappelait, le doyen aussi. C'est pas facile de démontrer tout ça, puisque ce sont des fois les petits dosages, les petites quantités des molécules qui sont presque plus dangereuses des grandes quantités. Donc, si on sait que dans le chaîne alimentaire, il y a une molécule qui est très dangereuse, il faut de toute façon essayer de s'en passer, puisque même les petits dosages, ça peut être très dangereux pour l'organisme qui est en train de se programmer. Et finalement, ça, ce sont les moments les plus importants de notre vie. Et je veux, pour cette première partie, je vous rappelle ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Il y a quelques années, quand Bush a été élu, le Sanger Institute nous a montré la similitude, comme on dit, le fait qu'ils sont vraiment très semblables, ces deux-là, et qui avaient 5 millions d'années de différence, point de vue phylogénétique. Maintenant, ils sont très semblables, le premier et le 5e, et c'est 8 millions d'années. On a perdu 3 millions d'ans d'évolution, et on va voir le résultat. Je m'arrête là.